pourquoi pas aller... Enfin, on avait besoin de changement en fait. On avait besoin de changer d'air. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est que... Et pourquoi vous avez choisi un pays que vous détestez? En fait... Comment a été ce switch En fait, ce qui s'est passé, du coup, excusez-moi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bonjour, bienvenue encore une fois avec Oussama. Oussama qui fait partie des personnes extraordinaires. Pourquoi? On va voir au fil du temps de son parcours pourquoi il est extraordinaire. Parce que extraordinaire, c'est pas un grand mot. C'est juste des personnes qui font des choses que la plupart des gens ne font pas ou ils ont peur de faire. Donc, encore une fois, assieds-toi, on va vraiment avoir un retour d'expérience d'Oussama parce qu'on se trouve à Dubaï. Et je sais que Dubaï, beaucoup de monde rêve de venir à Dubaï, mais voilà, il y a certaines conditions. Et ici, on est aussi sur l'entrepreneuriat. Donc, bonjour Oussama. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais rapidement aujourd'hui? Moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis ingénieur en fait informatique. Je crée des sites internet, des applications. Et puis à côté de ça aussi, j'ai une autre activité, c'est en fait le suivi de personnes en fait qui souhaitent trouver une mission ou un travail. Donc je fais du positionnement également. Ok. Agence, comme une agence d'intérim, de placement, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Donc aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça? Exactement. C'est ça. Et on va faire un espèce de flashback, c'est-à-dire on retourne en arrière. Où a commencé Oussama? Où tu es né, dans quel type de famille, c'est le parcours en fait, et après on va voir le cheminement entrepreneurial indépendant jusqu'à ce rêve que tu as eu, je pense, qui est de venir s'installer à Dubaï. Donc d'où vient, où est né, d'où vient Oussama? Alors moi je suis né dans une petite commune du 78 dans les Yvelines en France, à Aubergenville. Aubergenville, ok. Ouais, c'est pas très loin de Poissy, Mantes-la-Jolie, voilà, c'est dans ces eaux-là. J'ai eu une vie, on va dire, assez normale et sans trop de difficultés, on va dire, parce que mes parents ils sont marocains, ils sont venus assez jeunes, ils sont venus à l'âge de 18 ans à peu près pour travailler ici en France. Et donc, moi quand je suis né, j'ai suivi, je suis parti dans une école normale jusqu'au lycée. Et suite à ça, en fait, j'ai enchaîné sur un BTS. Et ensuite, j'ai fait une licence, Master 1 et Master 2. Et la chance que j'ai eue, c'est de faire ces 5 années d'études supérieures en alternance. Donc, j'ai commencé à travailler assez tôt. Est-ce que tu habitais dans une cité ou c'était un truc normal? Enfin, dans quel environnement quand tu étais petit? D'accord. Moi, quand j'étais petit, jusqu'à 3 ans, j'étais, on va dire, entre guillemets, dans une cité. J'habitais pas non plus au Mureaux ou à Mende. Les Mureaux, c'était à côté? Ouais, c'est à côté, c'est à 10 minutes. C'est à côté, mais c'est une commune vraiment où il y a pas de, en quelque sorte, il n'y a pas de racailles ou autre, c'est assez calme. C'est assez calme. Il y a un endroit où vous voyez, il y a quelques bâtiments, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, mais donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 3 ans de ce côté-là, mais ensuite après on est parti dans un quartier assez calme de la ville, dans un coin pavillonnaire, pour le coup qui était très tranquille. Donc, voilà, et là, tes parents, ils travaillaient. Est-ce que tu galérais? Est-ce que l'argent de poche, pour toi, c'était un vocabulaire que tu connaissais? Comment ça se passait? Alors du coup, non, mes parents travaillaient. Mon père, lui, travaillait à la chaîne, donc à Peugeot, à Poissy. Oui, Peugeot, au PSA de Poissy, exactement. Et ma mère était assistante maternelle, qui a gardé des enfants. J'ai jamais eu de contraintes financières. Voilà, l'argent de poche, j'avais un petit peu d'argent de poche, voilà. Mais quand je voulais quelque chose, je l'avais, quoi. Il n'y avait pas de réel souci. Et moi, la particularité que j'avais, c'est que j'étais pas trop demandeur parce que je passais la plupart de mon temps à jouer aux jeux vidéo. Ah ouais, t'es un geek. On va dire un geek, c'est ça. Ouais. Et j'avais aussi la chance d'avoir des choses en plus parce que du coup, j'étais en équipe de France de PES, le jeu de foot. Ah ouais? Ouais. Et là, tu déchires un peu. Je déchirais, j'ai arrêté, on va dire, j'avais le temps. Ok. Le PES, et aussi un autre jeu aussi qui s'appelle Soldier of Fortune. J'avais un petit peu de sponsoring de ce côté-là, même si c'est pas comme aujourd'hui. Ah ouais. Avant, il y avait beaucoup moins d'argent qu'aujourd'hui, les jeux vidéo maintenant ça a éclaté. Donc, ça veut dire le niveau que tu avais avant, là, avec les sponsors, permis de gagner, d'en vivre largement. C'est ça. Ah ouais, ok. Mais est-ce que c'est vrai que on appelle ça du e-sport? C'est ça, c'est du e-sport. C'est réellement du e-sport? Mais pourquoi sport? Parce qu'en fait, derrière,
quand on regarde maintenant aujourd'hui, même à l'époque, on passe beaucoup de temps en fait. C'est pas juste, par exemple, un jeu de foot ou un jeu de tir, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup Ah ouais? d'entraînement, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de... En soi, c'est comme un sport parce que voilà, ceux qui jouent très bien aujourd'hui et qui sont du coup on Mais va du dire, coup, tu muscles professionnels. quel muscle alors? Non, tu muscles rien, non, non, tu muscles Qu'est-ce à que part tu le cerveau développes? peut-être. Peut-être les doigts, les. Non, non, le cerveau. Après, c'est vrai que c'est physiquement, c'est pas du Tu sport. t'essouffles pas, quoi. C'est ça, tu t'essouffles pas, c'est ça. Mais par contre, derrière, il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'entraînement, beaucoup de pression aussi, comme dans le sport. Donc voilà. Donc, peut-être que ça demande beaucoup de mental, peut-être, Oui, oui, le mental, ça c'est de ça. rester. C'est ça. Ok. Moi, je me fais narguer d'ailleurs par les membres de ma famille, parce qu'une fois, j'ai été interviewé par Le Parisien. Ah Et ouais? la phrase qui était ressortie, le titre, c'était Tout est une question de mental. Parce que Ah ouais. en citation. Tout Et est une question de mental. c'est vrai que des fois, c'est le mental. Mais Ok. aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, hein. Il y a des jeux comme par exemple Eva.gg. En fait, tu vas dans une salle, Mhm. c'est donc tu as 1000 mètres carrés, quelque chose comme ça, et tu as une arme en fait, et tu as un sac à dos, du coup, avec la réalité, tu mets Ah, ton masque de réalité virtuel et virtuelle, tout? et Ouais. là, tu te déplaces et tu cours. Et là, oui, par contre, là, aujourd'hui, tu es essoufflé Ouais, 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 là, dans tu ce genre cours de et jeu. tout. C'est Ah ça. oui. Donc Ok. voilà. Et c'est intéressant. Donc, du coup, ça veut dire que, avec cette expérience-là, est-ce que tu as développé un état d'esprit Ouais, ouais, ouais. de gagnant? Enfin, comment tu as développé cet état d'esprit avec cette expérience? Bah, en fait, cette expérience, ça m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes qui jouaient également, etc., dans des tournois physiques, dans les différentes régions de France. Et en fait, le fait de voir ces personnes, de les côtoyer, et du coup aussi, c'est aussi des gagnants au final, de pouvoir échanger avec eux, de s'entraîner avec eux également. Parce que moi, j'avais eu la chance d'être dans la même équipe que Bruce Granek. En fait, il est C'est triple. quoi Bruce Grant? Bruce Granek, en fait, C'est l'équivalent d'un Cristiano Ronaldo? c'est ouais, ouais, d'un Messi ou d'un Ronaldo au Ok. niveau de PES et de FIFA. Il a Ah été ouais. champion du monde dans les deux jeux. Ok. Et en fait, de fait de s'entraîner avec eux, voilà, de voir comment il est, d'être très, très, très calme. Quand il y a derrière des milliers de spectateurs qui te regardent jouer, etc., c'est pas comme quand tu es avec ton copain en train de jouer. Mm. Donc là, Donc il arrivait c'est à très gérer entraînant. la C'est ça, pression, enfin, c'est ça. malgré Il qu'il y était avait hyper du calme, monde qui c'est ça. regardait derrière lui. C'est ça. Mais du coup, comme il faisait alors? C'est à force de jouer, c'est à force de jouer des quarts de finale, des demi, des finales, d'avoir l'habitude du bruit, etc. Et ben voilà, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on gagne en fait de l'expérience, quoi. C'est un peu Ok. comme les professionnels. Il y en a certains qui vont faire une fois, deux fois, trois fois une finale avant de la gagner parce que Mm. ils vont apprendre de leurs erreurs. Et c'est vrai que du coup ça m'a beaucoup forgé sur l'aspect détermination surtout. Ah ouais? Quand je souhaite Pourquoi? entreprendre quelque chose, en fait, du coup, je repense en fait aux échecs qui me permettent du coup de me dire, bah là j'ai raté, mais la fois d'après, en fait, j'ai réussi. Et c'est vrai que des fois, bah, les choses sont assez difficiles. Et quand on veut entreprendre quelque chose, ça se passe pas comme on veut. On se dit, bon, ça va se passer comme ça. Et puis, il y a des effets extérieurs qui entrent en jeu et qui font que ça se passe pas du tout comme on le souhaitait. Mm, mm. Et voilà, après, il faut se relever, il faut essayer d'avancer. Donc, Ok. Et voilà. est-ce qu'à ce moment-là, tu te rappelles la plus grande épreuve que tu as eue? La plus grosse déception émotionnellement? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué? Enfin, oui, choqué ou vraiment une épreuve assez difficile? Toute épreuve confondue, on ne parle pas que d'un point de vue professionnel, on Non, là, parle je parle de du professionnel cette expérience dans le dans le e-sport. e-sport. Oui, parce que là, tu as développé ton mental, mais aussi tu as eu une gestion émotionnelle, Oui, oui, tu oui. vois. Est-ce qu'il y a un événement particulier où tu as senti, je sais pas, Une je sais déception. pas, une grosse déception et tout, Ouais. tu vois. Est-ce que tu te Bah, souviens d'un en fait, moment? quand j'ai joué la Coupe de France, Ok. je m'étais super bien entraîné, tout se passait bien et tout lors de l'entraînement. Et quand je suis arrivé le jour J, en fait, Mhm. j'ai eu on va dire un manque de réussite. Un manque de réussite. Un manque de réussite. Un manque de réussite qui Ouais. fait que bah, du coup, c'est pas passé, quoi. J'ai fini dans le top 12, mais c'était pas assez, quoi. Parce qu'en fait, pour se qualifier à la Coupe du Monde, il fallait finir dans les trois premiers, Ok. même dans les deux premiers. Et donc, du coup, ça, c'est vrai que bah, Ça t'a touché? ouais, ça m'a touché. Ça m'a Et, touché. et ce jour-là, comment tu t'es senti? Je me suis senti. Bon, voilà, j'étais dégoûté pendant 2 jours, mais après, Mhm. on va dire que
que c'est passé parce que derrière, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va m'alarmer sur mon sort. Et voilà, quand on tombe, on se relève, comme je disais. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui t'a aidé ou tu t'es aidé toi-même, juste en laissant passer. Comment tu as surmonté ce choc ou ces grosses déceptions? Non, j'ai laissé passer. Voilà, c'est un jeu vidéo, il n'y a, Oui. y a pas de question de vie ou de mort là-dessus, il n'y a pas de problème de santé. Donc non, non, Ouais. j'ai su en fait extérioriser assez rapidement. Et c'est vrai qu'à l'époque, enfin, l'argent qu'il y avait dans les e-sports, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de De milliards, grands millions enjeux comme c'est aujourd'hui. ça exactement. Ok. Donc derrière, les gens qui m'entouraient ne comprenaient pas forcément que c'était quelque chose d'hyper important de participer à une Coupe du Monde ou autre. Parce que les sommes aujourd'hui, enfin les sommes à l'époque, c'était voilà, quand tu gagnais la Coupe du Monde, tu avais 10 000 $. Aujourd'hui, on est sur des 100 000, 200 000 Ah $. On est ouais, plus sur des ça a mêmes changé sommes. là. C'est ça, oui. Ok. Donc voilà. Ok. Donc oui, tu fais ton expérience de e-sport et ensuite, ça c'était quand tu es au collège, au Ouais, je lycée? suis au collège, lycée. Ouais, Et tu fais ça en parallèle? c'est ça, Ok. exactement en parallèle. Et tes études, c'est toi qui choisis de faire des études, c'est tes parents, enfin comment Ouais, ça se non, passe ce parcours? c'est moi qui décide d'avancer sur mes études. Hmm. Du coup, j'ai vraiment lâché prise sur le e-sport, on va dire, quand j'étais au lycée. Parce que là, je comprenais que ben, voilà, il fallait que j'ai mon bac, il fallait qu'ensuite je continue sur un BTS. Je voulais le faire en alternance pour commencer à travailler. Donc, je m'y suis pris assez tôt pour essayer de trouver une entreprise. C'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment lâcher le sport et à me mettre dans une optique d'entrepreneuriat en fait. Ok. C'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé, même si en parallèle, quand j'étais au collège, en fait, je commençais déjà à réparer les ordinateurs Ah des ouais? amis de mon grand frère. Ah ouais? Voilà, ils disaient, ah bah ton petit frère il peut me réparer cet ordinateur, oui. Et puis après, il me donnait 30, 40, 50 euros. Moi, j'étais content. Bah oui. Ça me faisait un petit peu d'argent de poche. Donc quand tu étais au collège, enfin Ouais. ou au lycée, c'est ça? Même au collège. Même au C'est au collège, collège tu que ça a réparais commencé. des ordi. C'est ça, C'était exactement. un vrai geek en fait. C'est ça. On va dire que c'est ça. Et est-ce que tu te rappelles le jour où, par rapport à ce service-là, ton premier argent qu'on te donne, est-ce que tu te souviens ce premier jour où tu répares quelque chose et boum, tac, on te donne de l'argent. Tu dis, oh. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? En fait, je me souviens de certaines personnes, oui, mais je ne me souviens pas du moment même, parce qu'en fait, avant même de commencer à faire ça, en fait, vu que j'étais dans les jeux vidéo et notamment joué sur un jeu, du coup surtout sur Tu étais sur ordinateur, ordinateur, ok. je commençais déjà à faire mes ordinateurs à moi en fait. Voilà, quand À j'avais un petit peu d'argent. customiser C'est ça, voilà. ton ordi. Ok. C'est ça, donc quand j'avais un petit peu d'argent, j'achetais une carte graphique, je la changeais, je la mettais, etc. Et en fait, j'ai commencé par ça avant de commencer à réparer des ordinateurs ou aller installer des box internet ou autre chez des amis de mes frères. Ok. Donc, je me souviens pas du premier client, on va dire en quelque sorte, mais je me souviens de plusieurs têtes là qui sont sorties. Ok. Et du coup, comment tu te sens? Là, tu commences à avoir de l'argent en réparant. Comment tu te sens à cette époque-là? Bah, honnêtement, j'étais encore focus sur la partie e-sport à ce moment-là. Donc c'était cool, ça me permettait voilà, quand je voulais aller sur Paris avec un ami. T'achetais tes petits grecs c'est ça exactement, c'est ça, sans trop demander à mes parents. Ouais, ok. Et ça, je trouvais ça cool en fait, de commencer à être autonome assez tôt, quoi. Ah oui, bah c'est intéressant ça. Donc, ok, tu vas au lycée. Exactement, je vais au lycée. Tu fais quoi comme parcours au lycée? Je fais une seconde, la première que je redouble. Ok, mais dans quel domaine, dans quelle matière? Général en fait, et après général, ok. c'est à partir de ma terminale que je me suis orienté vers un bac informatique. Ok. C'était un bac général, mais option informatique. Option informatique. Voilà, et pourquoi tu as pris cette option? Parce que j'étais dedans depuis tout petit avec mon grand frère qui Ah, tu avais un grand frère? Ouais, un grand frère qui travaille chez Ubisoft. Et donc du coup, j'étais tout le temps Ah collé à lui, ouais, quoi. ok. Et il travaille chez Ubisoft depuis une dizaine d'années, un peu plus même. Donc c'est lui qui t'a donné le goût Ouais, c'est ça. Les jeux à ça? vidéo, c'est ça. Ok. Quand il jouait, j'étais à côté de lui à l'aider, Ah à ouais. regarder. Et puis il y a une histoire qui l'a toujours choqué. Il m'a dit, Ouais. je jouais avec mon ami, quand j'avais encore 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans, c'est ça. Il jouait avec son ami sur Prince of Persia, sur une ancienne console. Ils n'arrivaient pas à faire un monde.
Puis ils sont partis, ils m'ont laissé la console allumée. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la manette, j'ai commencé à jouer. À jouer? Et quand ils sont revenus, 2-3 heures après, ils sont partis faire un foot, ils sont revenus, ils se disent « Ah, mais t'en es où ?» T'as passé le J'ai level. passé le level de niveau, en fait. Ah ouais, ah ouais, à donc, ce point. depuis, Ok. il me sort tout le temps cette histoire. Il me dit « Mais tu sais que ce jour-là, Choqué. j'étais choqué, on a joué, on n'arrivait pas à le faire. » Et toi, tu l'as fait. C'est ça, exactement. Ah ouais, donc du coup, tu C'est ça, avais j'avais ces petites compétences C'est ça, exactement. en plus. Ah Exactement. ouais, ok. Donc du coup, lycée, c'est là que ça commence, ce parcours entrepreneurial là? Est-ce que ça. c'est au lycée quand tu commences à faire C'est, ton... du coup, en fait, là où ça a vraiment commencé, c'est quand j'ai monté mon auto-entreprise. Et c'était en licence, donc après mon BTS. Ok, J'ai fait un BTS en alternance. ouais. J'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. J'ai fait un BTS en alternance dans une usine de production de verre ophtalmique. En fait, De qui crée- verre en ophtalmique. fait, il crée Ah, des pour verres les... pour les lunettes, Ouais, exactement, ok. pour la Générale d'Optique. Mhm. Et en fait, j'ai commencé du coup à faire mon alternance, à travailler dans le monde de l'informatique. J'étais administrateur réseau en alternance, donc je travaillais sur la résolution d'ordinateurs, d'imprimantes thermiques quand il y avait des problèmes en production chez les collaborateurs. Mhm. Et en fait, en licence, j'avais continué du coup dans cette même entreprise. Et en licence, j'ai eu un premier devoir à faire en école, cette fois-ci pour un client qui était en partenariat avec l'école, Mhm. qui était le château de la Roche-Guyon, dans le 95. Ok, Et en fait, pour faire assez simple, ils voulaient en fait un prototype de solution pour leurs visiteurs, en fait, Mhm. pour les aider à visiter les lieux, en fait, le château, le potager devant, etc., de Mhm. manière ludique. ok, Donc nous, ce qu'on leur a proposé, avec un de mes camarades, c'est une application mobile, donc sur iOS et sur Android. ok. Et on leur a fait un petit prototype, voilà, avec un QR code à côté des tableaux, des points d'intérêt, avec un mode manuel et avec un mode GPS en extérieur. C'est-à-dire qu'on mettait le téléphone dans la poche, on se baladait dans leur potager. Il y avait donc un coin pour des tomates, pour des pommes, etc. Et quand on arrivait dans un rayon défini dans l'application, il y avait un son qui se jouait pour dire, voilà, vous arrivez au niveau des tomates, ces tomates ont été, etc., etc. Ok, Une description. Et c'est là où ça a vraiment commencé, parce qu'en fait, lors du prototype et de la présentation, où on a eu d'ailleurs une très bonne note, ok. ils nous ont demandé en aparté, du coup, c'est top ce que vous avez fait. Ils étaient un petit peu choqués, quoi. Ils Choqué? s'attendaient pas à un résultat comme ça. Ils sont impressionnés Ça, par le travail. Donc ils nous ont demandé en fait si on voulait pas faire ça du coup en extra en tant qu'auto-entreprise. Donc c'est là qu'on leur a vendu notre première. C'est le client de l'école qui vous propose directement de. de... proposé directement, voilà, exactement, de réaliser. Donc nous on leur a dit très bien. Et du coup c'est ce qu'on a fait. On a fait notre première facture. Je me souviens du prix. On leur a fait une application à 10 000 euros. Ok, On était 3 sur le projet 3, ouais. et chacun avait sa tâche. Et donc du coup c'était notre premier client et c'est à ce moment-là qu'on a créé notre auto-entreprise. Ok. Chacun a créé son Chacun, auto-entreprise. c'est ça. Et du coup, on a fait une facturation divisée par 3 pour simplifier. Ok. Pour simplifier. Et comment tu t'es senti quand tu as eu cette proposition? C'était top, c'était cool parce que du coup, on avait travaillé dessus. Je me souviens, moi je travaillais du coup après les cours, après le travail dessus. Je me souviens à sortir en fait avec le smartphone et l'ordinateur dehors pour marcher, pour tester le mode automatique. On ne te prenait pas pour un fou? Non, ma soeur, c'est une aventure qui se moquait un peu de moi. Ouais. Et donc du coup, ça m'a permis du coup d'acheter mon premier Mac. Et donc depuis, j'avais pas lâché. C'était cool à l'époque, un Mac à cet âge-là, même si j'avais l'entrée d'argent avec l'école et l'alternance, c'était cool. Du coup, ça m'a vraiment permis de me prendre un Mac de bonne qualité, quoi. Bah, t'imagines, tu es à l'école et tu as une entreprise qui te propose direct du travail, directement. En plus, des sommes, je pense que, je sais pas si à l'époque tu étais habitué, mais peut-être des sommes que tu n'as jamais, peut-être pensé. Non, à cette époque-là. C'est clair, c'était mon premier gros contrat, hein, finalement. 10 000 euros pour un jeune qui est encore à l'école. C'est ça. Et cet exemple-là, ça arrive souvent dans les parcours informatiques? Ouais, ça peut arriver. Moi, je connais des parce qu'aujourd'hui, je l'ai pas spécifié, mais je suis également mentor sur deux parcours d'Open Classroom. Donc la plateforme Open Classroom, e-learning, ok. Exactement. Sur le parcours de chef de projet digital et sur le parcours
de développeur iOS. Ok. J'étais en train de faire des applications sur iPhone, sur iPad, etc. Et en fait, là, par exemple, j'ai un étudiant qui est encore en train de faire ses études, qui a un job à côté, qui a une vie un peu plus, qu'on va dire, compliquée que la mienne, parce que le matin, il emmène sa petite sœur à l'école, sa mère travaille, ses parents sont divorcés, et il a un talent fou. Il s'appelle Emeric. Ok. Il est d'origine africaine, et en fait, c'est un vrai bosseur. Il a des vraies facilités, honnêtement. Franchement, c'est impressionnant. Et en fait, il a vraiment, ça se voit qu'il a l'âme entrepreneuriale. En fait, aujourd'hui, on arrive à distinguer, en fait, moi personnellement, j'arrive à distinguer assez facilement, en fait, les personnes qui ont un goût prononcé pour l'entrepreneuriat. Et en fait, moi, je l'avais aussi, ce goût, en fait, pour l'entrepreneuriat. Donc ça arrive, pour répondre à ta question, ça arrive du coup qu'il y ait des personnes du coup, dans ce domaine informatique qui soient assez jeunes et qui commencent assez jeunes en fait, à penser à l'entrepreneuriat. Lui, son rêve, c'est d'entreprendre, de créer une boîte justement de création de jeux vidéo. Ah, Donc, ok. donc oui, sur le monde informatique, ça arrive plus Souvent, que dans d'autres domaines. parce que moi, dans mon expérience, j'étais chauffeur VTC. D'accord. Et du coup, des fois, je prenais des geeks, des personnes qui étaient dans l'info. Et ils me disaient facilement, surtout les dernières années, ils avaient souvent des propositions bien avant de sortir de l'école. Et je pense que c'est un des seuls métiers où les gens, ou les boîtes je sais pas, de placement, ils y vont pour récupérer. J'ai l'impression qu'il y a une baisse de manœuvre. Non, peut-être la demande de geeks, de codeurs, tu vois, de dev, tu vois. J'ai l'impression que la demande de dev est énorme face à ce qu'il y a sur le marché, tu vois. Et après, je sais pas si tu... Non, si, je suis d'accord avec toi. Après, aujourd'hui, avec des annonces, comme je sais pas si tu as pu voir, comme Facebook, qui vont se renommer en Meta, parce qu'en fait, ils vont partir sur du développement en réalité augmentée, etc., virtuelle, en fait. Ouais. Demain, en fait, on aura nos lunettes, un peu comme on voit dans les films. Mission Impossible avec les lunettes, tu sais, où tu as toutes les informations. Et en fait, aujourd'hui, demain, le Facebook va être, les gens vont être avec leurs lunettes, ils vont être chez eux, et puis ils vont avoir un monde virtuel. Et ça créer va être un autre vraiment monde, comme dans les films, ils vont créer un nouveau monde. Ouais. Donc là, avec ces technologies qui sortent et ces milliards de dollars qui vont être investis par des grandes compagnies comme Google, comme Facebook, etc., il y a une demande accrue de développeurs. En fait, tout ça, d'ailleurs, c'est du développement. Donc, et puis, qui aujourd'hui a une entreprise et n'a pas de site web, ou qui aujourd'hui a une entreprise, une start-up, où il n'a pas d'application mobile, digitalisé. il n'a pas de digitalisation. C'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vraiment dans un monde, dans une ère de développement qui est assez incroyable. Ok. Donc, ouais, ça donne plein d'idées, parce que vu qu'il manque cruellement de développeurs, tu dis, ouais, je crée une école de dev, je vais les former et tout. Après, tu vas revendre cette main-d'œuvre. Peut-être c'est un peu ce que tu fais. Oui, c'est ce que tu veux. Parce que tu formes tes mentors, tu as ta boîte de placement que tu. Bravo, tu m'as cerné. Non, mais c'est un vrai problème. Et je me rappelle, j'ai un collègue, un partenaire sur lequel je voulais l'accompagner sur l'entrepreneuriat. Et c'était ça le projet. C'était de développer des jeunes en Afrique, des jeunes sur création de sites internet pour pouvoir les former. Et lui, vu qu'il était en France ici, il allait chercher les clients et la production se faisait en Afrique, comme font les Indiens et tout. Et là, par contre, malheureusement pour lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais je pense que c'est, comme tu as dit tout à l'heure, il y en a, ils ont l'âme de l'entrepreneur, il y en a qui ne l'ont pas. Moi, je me suis trompé, je pensais qu'il avait l'âme, mais en fait, pourtant, j'ai passé des heures à échanger, à former la personne. Parce que même si moi, je n'étais pas fort dans le truc, j'étais comme le client. C'est-à-dire, voilà, il fait ça, il fait une certaine fonctionnalité. Moi, si je le teste et je trouve, c'est pas assez clair ou il y a un blocage, c'est moi qui disais, ah non, il faut le changer, tu vois. Donc, j'ai passé des semaines à assister à ces formations. Et on avait trouvé une personne. Et aujourd'hui, ça c'est, enfin, je sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, j'ai pas de retour, tu vois. Donc, c'est dommage parce que
c'est un métier d'avenir. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ah, si, je suis d'accord, c'est un métier d'avenir et les projets comme ça, c'est des projets qui sont assez intéressants. Moi d'ailleurs, en fait, ici, ma boîte principale, elle s'appelle Dubai Digital Factory. En fait, on aide à la digitalisation des entreprises et on aide également du coup les clients qui souhaitent avoir des sites internet, des applications mobiles. Et à côté de ça, en fait, pour l'agence de recrutement, on a appelé une société qui s'appelle Dubai Digital Recruitment. On a Dubaï parce qu'on a Dubaï, mais on le fait en France. On le fait en France et on le fait également aux Émirats Arabes Unis. Mais en fait, cette société, en fait, Dubai Digital Recruitment, c'est vrai qu'être une agence de placement, c'est pas quelque chose de simple. Parce qu'en fait, le plus dur dans cette histoire, au final, ça va pas être de trouver des jeunes qui ont du talent ou des personnes, parce que ça, il y en a énormément en fait sur le marché. Le plus compliqué, c'est de trouver un client en fait, de l'autre côté, qui souhaite en fait recruter et d'être en direct avec ce client. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'SS2I. Les SS2I, en fait, c'est les boîtes, comme tu disais tout à l'heure, des boîtes de placement, mais qui vont avoir les consultants en tant que salariés. Donc, ils vont recruter un développeur en tant que salarié, ils vont lui donner un salaire chaque mois. Et eux, ils vont aller le positionner en mission chez des entreprises. D'accord ? Et donc, du coup, cette société, cette SS2I, va facturer le client, ce qu'on appelle aujourd'hui un TJM, en fait. Un taux journalier, un taux journalier mensuel, exactement. Un exemple tout simple, on va faire un exemple tout simple. Il y a un développeur qui vaut 500 € la journée. Donc, le client va l'envoyer en mission, par exemple, pendant 6 mois. Et chaque mois, il va faire une facture du nombre de jours travaillés de son salarié chez le client, fois 500. S'il travaille 20 jours, il va lui faire une facture à 10 000 €. Le client, le salarié n'est pas payé 10 000 €. Donc, il y a une vraie marge qui se fait au niveau de la SS2I. Et en fait, le plus compliqué ici, c'est de trouver le client en direct. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est que quand moi, par exemple, en tant qu'agence de recrutement, je vais avoir donc, du coup une personne qui cherche un CDI dans le développement ou qui cherche une mission parce qu'il est freelance. J'aide également les freelances et ceux qui sont en portage salarial à trouver des missions. Moi, quand je vais chercher un client en direct, je vais souvent tomber sur un autre intermédiaire. Exactement. Oh, okay. Et en fait, c'est là où se pose le problème, parce qu'en fait, l'intermédiaire, lui, ne va pas vouloir rogner sur ses marges. Oui. Et moi, derrière, il faut quand même que je réussisse à marger. Okay. Donc, c'est là, en fait, là, quand tu commences à avoir une confiance de certains clients et qui sont en direct avec toi, là, pour le coup, oui, c'est un vrai... c'est une vraie niche, quoi. C'est une vraie niche et c'est super intéressant comme business. Donc revenons à ce parcours qui commence entrepreneurial. Tu commences par quoi? Par quel business que tu commences? En fait, moi, je commence dans la lignée de l'application qu'on avait fait pour le château de la Roche-Guyon. Ok, oui, tu as ce client qui te paye 10 000 €. Et c'est quoi l'enchaînement derrière? Le projet, je termine. Et donc, du coup, le temps que le projet se termine, que ce soit mis en place, etc., il se passe quand même que j'arrive à la fin et que je récupère mon diplôme de Master 2, d'accord? En fait, quand je récupère mon diplôme de Master 2, on se dit avec le collègue avec qui on a travaillé, enfin mon camarade avec qui on a travaillé sur le projet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans ce domaine-là de la culture, d'application pour les lieux culturels, châteaux, musées, etc. Ou est-ce qu'on cherche un CDI et on fait notre vie de salarié chacun de notre côté et on avance? Et là, en fait, on s'est posé, donc on était 3, comme je disais au départ. Il y en a un qui dit non, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie d'aller en tant que salarié. Salarié, tranquille. Si vous voulez faire le projet, allez-y, ça ne me pose pas de problème. Très bien. D'ailleurs, lui, cette personne-là, qui s'appelle Julien Chidiac, travaille aujourd'hui chez Amazon. Donc, il avait beaucoup de talent pour réussir aussi d'un point de vue entrepreneurial, mais il n'avait pas cette fibre. Donc, du coup, il a un très bon poste chez Amazon et vraiment un très bon poste là-bas. Donc, il n'est pas à plaindre, même en tant que salarié. Et donc, du coup, avec mon autre collègue, on s'est dit, allons-y, on monte notre boîte et puis on voit ce que ça donne. On n'a rien à perdre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'assez rapidement, on monte un business plan. Donc, la solution s'appelait Culture Apps. En même temps de ça, on continue à développer la solution. En fait, on souhaite la généraliser. On souhaite en fait offrir une interface de gestion à nos clients pour qu'ils puissent du coup rentrer eux-mêmes leur parcours
en multilingue, avec des descriptions, des titres, etc., pour qu'ils soient vraiment autonomes de ce point de vue-là, et que ça mette automatiquement à jour leur application. Nous, on vend leur application en marque blanche, donc avec leur logo, leur nom, etc. En marque blanche, ok. Exactement. Et donc c'est un truc hyper cool. On envoie quelques dossiers dans des incubateurs pour pouvoir être aidé par des professionnels et avoir une aide financière, de BPI France notamment. Et on réussit à rentrer au Welcome City Lab. C'était le premier incubateur en fait sur Paris qui liait en fait technologie et culture. On pitch, on rentre, donc on commence à avoir 2-3 alternants, un premier freelance pour avancer sur les applications, etc. Et lorsqu'on arrive à une version à peu près, on va dire une version bêta proche de la version 1, on a un coup de fil, donc du coup d'un investisseur de l'incubateur qui nous dit les gars, votre projet il est cool, est-ce qu'on peut se voir dans quelques semaines? On lui dit très bien, ok, super. Donc nous, entre-temps, on s'est rendu compte d'un problème, c'est que les lieux culturels sont budgétisés par l'État. Donc, quand on va leur vendre le produit, c'est tout de suite un oui, mais revenez dans un an, parce qu'on a budgétisé. Et un an? Parce qu'en fait, chaque début d'année qui est budgétisé. À un moment donné, on se regarde, on se dit, c'est un peu compliqué, parce que nous, on s'est autofinancé. En fait, on s'autofinançait en faisant des sites internet, des applications à gauche, à droite, pour ne pas faire de crédit. On avait une aide, on avait des locaux sur Paris, donc du coup, grâce à l'incubateur. Et on se dit, c'est un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit-là? On a un produit, il est bien. Il faut attendre un an pour que ce soit financé. Donc, on se dit, là, on part sur un autre projet qui, du coup, ne nous demande pas beaucoup de changements de développement. Parce que la solution est là, il fallait changer le nom, le code couleur et un peu le logo, etc. Mais c'était quelque chose qui était facilement atteignable. Donc on appelle ça Mon Resto en Poche. Mon Resto en Poche. Mon Resto en Poche. Et en fait, pour parler à tout le monde et que tout le monde comprenne, c'est Deliveroo d'aujourd'hui, mais en 2013. Donc plusieurs années en avance. Donc les précurseurs. Exactement. De la plateforme Deliveroo. On est contacté par McDonald's dans un stand à Paris qui était intéressé par notre application. Ils nous ont pas fait d'offre pour la racheter, mais en tout cas, on avait pas mal échangé avec eux. Et donc du coup, on arrive quelques semaines après et on dit à l'investisseur, c'est plus Cultura qu'on a, c'est ça. Il a dit, écoutez, je vous écoute quand même, vous êtes venu ici, on a fait une présentation. Et il reste assez subjugué, il dit c'est dingue, écoutez, moi je peux vous proposer 250 000 euros, 125 000 euros au départ, et 125 000 euros quand il y a un peu plus de clientèle qui sont mis en place. Et je souhaite avoir 20% du capital. Donc on dit... et là, à ce moment, vous avez une société? On avait déjà une société, oui. Oui, on avait déjà créé une société qui s'appelait Redone Innovation. Et donc, du coup, le produit phare, c'était, au départ, c'était Cultura, puis ensuite, c'était Mon Resto en Poche. Donc, voilà, on avance sur le sujet. Et là, c'est là qu'en fait, ma vraie première déception arrive. Tout à l'heure, on parlait des jeux vidéo, c'était une petite déception. Mais là, c'est celle-ci, parce que là, derrière, on a une forte croissance. Attends, vous avez dit oui à l'investisseur? On a dit oui à l'investisseur. Et en fait, donc on avance sur le sujet. Et ensuite, il nous appelle quelques semaines après. Les gars, j'ai une super nouvelle pour vous. J'ai quelqu'un qui souhaite mettre un gros billet sur la table. On dit ouais, c'est cool, etc. Il nous dit c'est Heineken. Moi, la marque de bière là. Moi, d'un point de vue religieux, c'était c'est pas aligné avec ça, quoi. Exactement. Et donc c'est là que s'arrête mon expérience. J'arrête. Et comment tu leur dis ça? Je leur explique sans toute transparence. Je suis désolé, moi je suis musulman, je peux pas. Je peux pas aller sur. Travailler avec Heineken. C'est ça, exactement. Eux souhaitaient, moi je ne voulais pas. Donc là a commencé un petit conflit. Un gros conflit même, et après nous quand je dis nous, c'est moi et ma femme, parce que j'étais marié déjà à ce moment-là. On souhaite en fait, on commence à rentrer un peu dans le conflit parce qu'on trouvait que c'était pas honnête de se faire quelque chose sans mâcher mot, de se faire dégager comme ça, quoi, d'un projet où on a passé des nuits blanches, on a travaillé, on s'est pris la tête.
Donc on prend un avocat, donc voilà, ça Ok, va quand c'est même, parti jusqu'à là, ça, quoi. ça va quand même jusqu'à l'avocat, etc. Hmm. Et au final, à un moment donné, une proposition qui est assez ridicule, qui est faite, de nous proposer 10 000 euros et de s'en aller. Donc Toi, moi, tu voulais plus ou moins? Enfin, qu'est-ce que en tu fait, voulais à la au-delà, base, au-delà quoi? des 10 000 euros, c'était en fait aussi, on nous refusait de travailler avec les personnes qui étaient dans l'équipe, avec qui on s'est lié d'amitié et qui travaillaient très bien. En gros, tu Avec pouvais qui, plus travailler c'est avec ça, eux. exactement. Et donc du coup, on refuse. Et ça se termine comme ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué en France, tout ce qui est quand on commence à rentrer dans des procédures comme ça, c'est très 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 long. Et à ce moment-là, donc du coup, moi je venais de me marier, j'avais appris la nouvelle qu'on allait avoir un enfant, etc. Ok. Donc on a envie de sortir un peu de tout ça. Donc, tu as Voilà, accepté le voilà. truc. J'ai même pas accepté le truc, j'ai dit que je ne souhaitais pas parce que je voulais pas signer le fait de ne pas travailler avec les personnes avec qui j'allais plus Ah, travailler. ok, Donc ok. j'ai refusé cet argent Ok. et j'ai continué. Et aujourd'hui, les personnes avec qui j'avais refusé d'arrêter de travailler, je travaille avec elles. Ah ouais? Ouais. Je travaille encore avec elles, c'est mon équipe en fait. Ok. Voilà. Et du coup, la société est toujours Honnêtement, j'ai complètement arrêté. Je sais que depuis, mon ancien collègue, lui, a continué dans les, dans la boîte? dans la plus sur cette solution-là, Ah mais oui, sur une ok. solution en fait qui vend aux restaurateurs, une solution de gestion en fait des stocks, etc. Comme une caisse tactile en fait, avec une imprimante thermique, etc. Mhm. Il est là-dedans. Mon restant en poche, ça s'est complètement arrêté en fait finalement. Ok. Et voilà ce qu'il en est. Donc ça, c'était ma grosse déception, mais qui m'a permis de continuer quand même dans l'entrepreneuriat et de voir les choses différemment. Ok. En gros, pour conclure, aujourd'hui, moi, si j'avais une expérience à refaire en tant qu'entrepreneur avec un associé, moi, ce que je fais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le faire, c'est qu'en fait, j'explique que rien n'empêche chacun d'avoir sa boîte, Mhm. d'accord, mais de travailler ensemble Oui. en Oui. tant que partenaire. Oui. Et on est chacun dans notre voiture. On n'est pas tous les deux dans Oui, une même voiture. Oui. Le jour où lui va à la droite et moi je vais à la gauche, comment on fait? On le pousse de la voiture. Ouais, Non, non. ouais. Et voilà, comme ça, et ce mode de fonctionnement est top parce que personne n'est lésé si chacun veut changer Mhm. de direction. Ils peuvent le faire sans avoir de conflit. Ok. Est-ce que quand tu as arrêté de travailler avec eux, là, est-ce que tu as eu une baisse de revenus? Est-ce que ta vie est un peu plus compliquée? Et, est-ce qu'il y a eu des conséquences sur ta vie, on va dire, perso, tout En simplement? fait, il y a une baisse de revenus. Non. En fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû retrouver un emploi directement. Ok. Avec mon expérience, j'ai retrouvé un emploi en une semaine. Ok, ok. Ça s'est fait très vite. J'avais pas la force de me relancer là-dedans, dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en tant que consultant dans une SS2I. J'ai enchaîné 3 missions, donc du coup chez Thomas Cook, Ok. chez des grands groupes en fait, Mhm. comme ça. J'ai changé ensuite, 1 an et demi après, d'entreprise. Je suis parti encore dans une entreprise de consulting. Et là, j'ai fait des projets au forfait. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a 2 types de missions quand on est consultant. C'est soit au forfait, c'est-à-dire qu'on travaille dans nos locaux Mhm. pour un client, Mhm. qu'on va voir une fois de temps en temps. Mhm. Mais le développement se fait du coup dans les locaux de l'entreprise où on est consultant. Ok. Et il y a du coup en consulting, en mission, c'est quand on va chez le client, travailler chez le client. Mhm. Donc là, j'ai travaillé sur des projets pendant 2 ans au forfait pour des grands groupes type Adecco, donc qui est une agence Intérim. d'intérim, et d'autres sociétés. Et après ça, j'étais prêt à me remettre dans l'entrepreneuriat. Et là, je me suis dit, bon, je vais me remettre tout seul à mon compte en tant que freelance. Mhm. Et moi, je vais aller faire des missions chez des clients en direct, chercher mes clients et En aller direct, faire des missions ok. chez eux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis du coup, j'ai fait pas mal de missions d'audit, notamment pour Europcar, pour Ok. SNCF, pour le groupe Figaro. Et suite à ça, en fait, je me suis retrouvé à venir à Dubaï. Ouais. Dubaï, enfin, ce mot qui est dans toutes les bouches là en ce moment. Mais à quel moment tu rêves de venir t'installer à Dubaï? À quel moment tu penses dire, ah, un jour, on sera à Dubaï? C'est à quel moment de ton histoire? En fait, ce que je vais t'expliquer, ça va un peu te surprendre. Aussi bien ma femme que moi, on s'est dit, on n'ira jamais à Dubaï.
Ah, c'était le contraire en plus. On s'est dit, on n'ira jamais à Dubaï. Ouais. C'est pas possible, c'est pas du tout fait pour nous. Ok. Même en vacances, on n'ira jamais en vacances. Ah ouais. Là, vous étiez en mode je déteste Dubaï. Exactement. Pourquoi vous avez des idées reçues? Enfin, En fait, les c'était idées quoi? reçues Ouais. sont assez simples, hein, c'est les reportages qu'on voyait en France. Ah, ok. 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 Bling bling, etc. On est des personnes simples, ça allait pas du tout pour nous. Et en fait, comme quoi, quand quelque chose doit arriver, ça arrive. Hein. Ok. Donc, ok. C'est intéressant. Je savais pas ça. Oui, c'est ça, mais du coup, c'est ça. Et en fait, pour faire simple et pour peut-être expliquer aux gens qui Ouais. nous écoutent, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a eu la perte de ma belle-mère et de mon beau-père sur 2 ans. Ah ouais. On était restés à côté d'eux, donc Ok. on s'occupait d'eux, ils étaient malades, ils ont eu un cancer. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand, Une grosse épreuve là. ouais, quand on a eu cette grosse épreuve et qu'on a perdu mon beau-père, Yes. on s'est dit, pourquoi pas aller. Enfin, on avait besoin de changement en fait. On avait besoin de changement. Changer d'air. C'est ça, peut-être. exactement. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est que. Et c'est pourquoi que- vous avez choisi un pays que vous détestez? en fait, Comment a été ce, ce switch en fait ce qui s'est passé, du coup, excusez-moi. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. D'un point de Lâche-toi, vue. hein, sois tranquille. Ouais, parce que, c'est- parce que ici, on est vraiment vrai. En fait, c'est toutes ces épreuves-là qui sont très ouais, difficiles, c'est ça. tu vois. Et en fait, avec ton exemple, tu peux montrer aux gens que vous pouvez faire quelque chose quand même, malgré des situations très, très, très fortes. Hein. Moi, j'ai pas encore vécu ça, tu vois. Ça, j'appréhende ce jour-là où je vais perdre un être cher, tu vois. Mais t'es là, tu vois. Mm. T'es là, t'as fait des trucs, on travaille ensemble sur certains trucs, et c'est ça qui est génial. Et je pense que, et là, peut-être le switch, il s'est fait après ça. Oui, c'est fait clairement après ça, ouais. Ouais. Et comment ça s'est fait? En fait, il s'est fait après ça, mais en parallèle, il y avait des choses qui nous embêtaient de plus en plus. Ouais. Nous, Qu'est-ce qui vous embêtait? Qu'est-ce qui vous frustrait? En fait, nous, on habitait à Aubonne, à côté d'Enghien-les-Bains, dans le 95. Au Gars-les-Bains, ok. Et on était dans un quartier pavillonnaire. On a fait construire notre maison. Donc, on a eu aussi des petites contraintes à ce niveau-là, parce que la construction, le suivi d'une construction de maison, ça se passe rarement comme on le souhaite. Hein. Ouais, Mais du coup, ma femme a géré ça d'une main de fer et, Ok. et a bien géré la chose. On a eu des problèmes, on a eu des soucis avec un cuisiniste, etc. Donc il y a des petites choses qui commençaient à nous embêter, de dire que les gens ne sont pas forcément honnêtes, etc. Ça, c'est partout, hein. Mais il y a certains endroits plus que d'autres. Et en fait, en parallèle de ça, moi, il faut savoir qu'on avait des petits soucis en fait avec les voisins. En fait, on leur a jamais répondu autre, mais en fait, on était un peu mal vus parce qu'on était dans un quartier un petit peu de personnes qui avaient pas mal de moyens en fait à Aubonne. Et on était mal vus. C'est en Gars-les-Bains et tout ça, c'est c'est les gens friqués quand même. Hein. C'est ça, Il y a le exactement. casino, je crois, là-bas. Oui, il y a le casino à Ouais. Gars-les-Bains, exactement. Donc, ouais, c'est des gens qui. Ok. C'est ça. Donc nous, on habitait à côté du champ de course d'Enghien-les-Bains, donc du côté de la ville d'Aubonne. Ouais. Et ma femme étant envoyée, ça posait quelques soucis. Bon, au-delà de ça, voilà, on s'est dit en fait, là on avait vraiment besoin de changement, ça nous rappelait trop de choses d'être à côté de cette chose, de cet environnement. C'est ça. Et moi de mon côté, j'avais mes parents qui habitent encore à Aubergenville et qui sont entourés de mes 2 grands frères et de ma grande sœur. Les 3 en fait habitent à Aubergenville et ma sœur est la voisine, vraiment la voisine mitoyenne de mes parents. Ok. Donc j'avais cette chance de me dire, on peut aller quelque part. On n'est plus là à s'occuper de mes beaux-parents qui étaient malades. Parce qu'on on avait, suite au décès de ma belle-mère, on avait accueilli mon beau-père qui habitait chez nous. Ok. Et on s'occupait de lui. Donc là, on s'est dit, voilà, j'ai demandé l'approbation de mes parents, ça ne leur posait pas de problème, au contraire. Et on s'est dit, on souhaite idéalement aller dans un pays où on pourrait se sentir un peu moins regardé. Et en fait, on s'est dit, le Maroc, pourquoi pas, parce qu'en fait, je suis d'origine marocaine et ma femme d'origine marocaine et algérienne. Maroc, Algérie, pourquoi pas. Au final, en réfléchissant, on se dit que ça va
ça va pas trop parce qu'aller dans une ville comme Casablanca, c'est un peu aller comme dans une ville comme Paris. En fait, c'est speed, c'est beaucoup speed. Les gens sont pas forcément, on va dire, solidaires en fait. Ok. En fait, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui disaient, bah, en fait, moi je suis allé à Dubaï, c'est top. C'est cool, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas ce que j'ai vu à la télé. Ouais. Tu te moques de moi. Ouais. Non, non, je t'assure, je t'assure. Donc on s'est dit ce qu'on va faire, on va y aller 2 semaines. Donc on est venu 2 semaines avec les enfants, les 2 enfants, et on est tombé amoureux en fait. Ah ouais. On est tombé amoureux de tout, ça nous allait très bien. C'était fait pour nous. Mm, C'est une mm. ville pour les enfants aussi. Il y a énormément de choses à faire pour les Pour enfants. les enfants, ouais. On se dit chaque week-end, mais qu'est-ce qu'on va faire en France? Qu'est-ce qu'on En va France, faire? ouais. Et en fait, il y avait des choses sympas à faire en France. Je dénigre pas la France, hein. J'ai habité 32 ans en France. Mais sur les activités, c'est le jour et la nuit en fait. Là, quand on veut faire quelque chose, c'est pas pour rien qu'on appelle la Kids City, Ouais. la ville des enfants en fait. Ouais. Et ça, c'est pas une bonne stratégie pour faire amener les parents, ça. Ils mettent tout en place pour les enfants. c'est ça. Et là, Exactement. ok. Et moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'aimerais bien habiter dans un endroit où il fait plus chaud Ah ouais. que froid et Que que froid. froid et que froid et pluie. Et Ouais. en France, pour le coup, on était gâtés avec ça. Ça bougeait pas mal la France, hein. C'est ça, exactement. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis notre maison en vente. Elle s'est vendue en 2 semaines. Ok. En 2 semaines, elle s'est vendue. Et après, voilà. Partez avec ce budget-là. C'est ça. Ok. Ok. Donc là, tu nous donnes une grande leçon d'épreuve et aussi d'idées reçues. C'est, même si on a des retours à la télé d'un certain endroit, c'est comme en Afrique, tu vois. Les reportages, on va dire 90%, ils donnent le mauvais côté, entre guillemets, un côté, une vision. C'est ça. Tu vois, il n'y a que ça qui est en face, alors qu'à côté, des fois, tu vois, en Afrique, il y a des beaux hôtels, il y a des beaux endroits, tu peux vivre presque à l'européenne, tu vois, mais c'est pas assez mis en avant. On montre que des enfants squelettiques et on dit, vas-y, c'est ça l'Afrique. Et effectivement, nous, ça donne pas envie, en fait, à nous, de la diaspora africaine, de retourner parce que nous-mêmes, quand on voit les reportages qu'on regarde, ça ne nous donne pas. Donc, une des choses, c'est d'y aller de vos propres yeux et de voir. Je pense qu'un bon mois, au minimum aussi, ça dépend de vos moyens et tout ça, vous pouvez faire 2 semaines, mais je pense qu'un mois où tu t'essayes de voir, de rencontrer, et là, tu fais ta propre idée. Tu vois. Et c'est ça que je dis aux entrepreneurs, parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as des fois des gens qui vont se lancer dans un business, ils vont venir te voir, n'y va pas, ça ne marche pas. Tu vois. Et moi, je dis aux gens, non, ça ne marche pas pour lui, pour sa personnalité, pour son environnement, pour son éducation. Mais ce n'est pas parce que c'est un business qu'il a testé qui ne marche pas que ça ne va pas forcément marcher. Enfin, ça ne va pas marcher pour toi. Exactement. Je dis non, quand même, teste-le par rapport à toi, par rapport à... Parce que vu qu'on est différents par rapport à notre éducation, notre parcours, peut-être que ce business-là, pour toi, ça va marcher. On ne sait pas. Donc, teste-le. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est que malgré des choses qu'on me disait, je le faisais d'abord. Je le faisais par moi-même. Je testais. Même s'il dit, c'est mauvais, c'est ci, c'est ça, je le teste. Je le teste. Et des fois, effectivement, ça ne marche pas. Il y a des moments où je prouvais le contraire. Tu vois. Mais pas s'arrêter seulement à j'ai vu et on m'a dit. Des fois, il faut y aller. Ah, j'ai vécu. Et là, tu auras, je pense, un vrai retour maintenant. Parce que vu que maintenant, tu es venu à Dubaï et tu as validé le fait que c'était un environnement sur lequel tu pouvais vivre. Exactement. Et les idées reçues au-delà de l'effet bling-bling, etc., c'est vrai, c'est comme tu disais, c'est dans certains endroits, mais c'est pas partout. Et c'est même des fois, certaines fois, joli à voir, mais la vraie idée reçue, moi, que j'avais eue, c'était les Émiratis, ils sont pas cool, etc. Mais en fait, j'ai eu l'occasion d'échanger avec 2-3, et ils sont super gentils, super serviables. Mais c'est vrai que moi, cette idée reçue, sans avoir parlé avec eux, tu t'arrêtais là, toi. Voilà, je m'arrêtais là. Je m'arrêtais à mon Adi ou les reportages, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi.
n'y a pas mieux que de venir tester par soi-même pour voir ce qu'il en est et si ça correspond. Et j'ai envie de vous dire, même si par vos premières rencontres, vous rencontrez je dirais un con, mais en France ou dans n'importe quel pays, il y a des cons, il y a des gentils, il y a des fous, tu vois. Donc, faut pas trop s'arrêter. Et même si la première rencontre, voilà, tu butes sur un con, bah voilà, c'est comme ça, c'est l'être humain. Donc, quel que soit le pays, ne vous arrêtez pas, voilà, allez en profondeur. Et là, ayez vraiment une vision large que d'une personne qui... et en plus, je me dis ça, nous, en tant que musulmans, on le fait facilement, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, on nous déteste plus. Enfin, on est la communauté la plus détestée, tu vois. On a peut-être des fois ce raccourci-là, mais en fait, je me dis, mais non, des fois, c'est la personne, c'est elle. Ne va pas généraliser. Et nous, on le fait, ça. On le dit aux gens, non, ne généralise pas. C'est ce fou qui fait ça. C'est pas tout, tu vois. Alors que pourquoi nous, quand c'est l'autre, on tombe dedans et on va généraliser une minorité, tu vois. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, ouais, faut pas rentrer trop dans ce piège-là et aller voir de vous-même. Et sachez que la personne qui est en face de vous, c'est pas un robot, c'est un humain. Un humain, il est gentil, il a des émotions. Des fois, quand tu vas le rencontrer, ça se trouve, il a une grosse épreuve, il ne faut pas te le dire. Donc, du coup, il va être un peu direct. Toi, tu vas se dire, ah, ils sont méchants. Non, c'est franchement d'avoir du recul. Donc, tu réussis à t'installer à Dubaï. Ton installation se fait comment? C'est très dur, ça se passe pas du tout comme quand tu l'as prévu. C'est très compliqué. Ouais. Parce que voilà, on a la chance de venir en étant plutôt à l'aise avec un peu d'argent de côté, qui fait que bah, du coup on a cette chance que vous pouvez tenir et vous poser. Ok. On vient et en fait on tombe galère sur galère. En fait, on essaie de visiter pour acheter un bien. On ne trouve pas. On s'était jamais dit que c'était pas possible. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues à notre arrivée, notamment en fait, on arrive au moment où il y a l'expo, les prix des maisons, des appartements, etc. flambent. Okay. Donc on fait plusieurs visites. Au niveau des visites des maisons, ça va pas du tout, ça correspond pas du tout à ce qu'on souhaite. Surtout que nous, on avait construit en France, donc sur plan. C'est nous qui avions fait nos plans, donc on avait vraiment ce qu'on souhaitait. Là, on arrive. On essaie d'acheter dans le neuf, c'est plus compliqué que prévu parce qu'en fait on entend dire que par des personnes qu'on connaît et du coup par des actes justifiés que ça peut prendre pas mal de retard. Donc on se dit qu'on arrive, c'est pas encore pour repartir sur de la construction ou de l'attente. On n'avait plus trop la force de ça, donc on se dit on va aller dans le secondaire, on visite des maisons. On tombe sur des agents qui nous font visiter 2 fois les mêmes biens. On leur dit, mais là, il y a 2 semaines, vous avez fait visiter ce bien-là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, un peu une catastrophe à ce niveau-là. Ouais. Donc, justement, juste pour aparté, si vous êtes un super agent immobilier, il y a une vraie niche ici pour vous. Hein. Ça, ok. sur la qualité. Sur la qualité. Un agent immobilier qui fait bien son travail, qui écoute bien les attentes de ses clients, ici, il peut vraiment... cartonné quoi. Ok. Donc ici on est plutôt dans la masse, on s'en fout. Enfin, en fait, y a beaucoup de personnes qui viennent d'Asie et beaucoup d'agents immobiliers voilà, qui viennent d'Inde, etc. Et tout. Et en fait, qui veulent juste vendre ce qu'ils ont en stock. Ils vous écoutent, vous voulez quoi? Ça. Et en fait, quand ils proposent, c'est pas du tout ça. C'est pas ce ça qu'ils ont en stock. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de marge, ils ont plus de etc. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Ils n'écoutent pas les clients. C'est ça exactement. Et nous, surtout les Français, on est chiant. On n'est pas. Oui. Et ils nous ont exigeant, quoi. Vous savez, les Français là. Si c'est des Asiatiques ou autres, ils nous disent pas ces choses-là. Mais en fait, même ça, faut pas le dire aux clients. Faut pas nous dire ça parce que on est vos clients. Le client est roi. Hein. C'est ce qu'il faut retenir. Donc du coup, on a pas mal de galères à ce niveau-là. Donc là, on s'est installé. Du coup, on s'est dit bon, on reste une année en location. On reste une année en location du coup pour pouvoir un peu connaître un peu plus le pays ensuite on puisse acheter et donc du coup quand on arrive en location c'est une maison du coup qui vient d'être livrée, on a des fuites d'eau, on a toutes ces choses-là. Mais ça, les premières installations quoi. Ouais. Même en France c'est pareil, moi j'étais dans un neuf. Il ne faut pas le généraliser, c'est ça. C'est même une galère. C'est ça.
Et donc, Ok. donc voilà. Par contre, là où on a eu des facilités, c'est vraiment sur la création de la société qu'on a créée ici. Donc du coup, Dubai Digital Factory, ça s'est très bien passé. Hmm. On n'a pas eu de problème. On a eu nos Emirates ID, donc du coup Ok. les cartes qui permettent d'être officiellement résident ici. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins, mais aujourd'hui, après plusieurs mois passés, on commence à être assez content de notre choix et on commence Bien. voilà, à développer correctement notre activité. Ok. Super. Parce que moi, quand je t'avais connu, tu étais aussi en plein recherche, transition C'est ça, et tout. exactement. Tu courais pas mal partout. C'est ça. C'est bien. Et du coup, voilà, on va bientôt finir. C'est quoi tes objectifs maintenant de développement, enfin, Les objectifs. tes structures En fait, aujourd'hui, je vais axer vraiment sur une dernière solution, donc au-delà de Dubai Digital Factory, Dubai Digital Recruitment. Je vais axer sur une solution là, qui sort incessamment sous peu. On est sur la finalisation du site avec ma femme, qui est un ingénieur marketing et communication. Ok. On est assez complémentaires pour la réalisation Ok. de tout ça. Et en fait, c'est une solution de site e-commerce ou de site vitrine couplée à une application iOS Android qui sera sur les stores, en fait, afin d'avoir une solution complète. Site internet, application mobile, iOS et Android, et le tout du coup en marque blanche et à moindre coût. On va essayer de vendre du coup en masse à moindre coût pour offrir la possibilité à tout nouveau créateur d'entreprise, que ce soit en France ou aux Émirats, une solution qui lui reviendra pas cher et qui lui permettra du coup de pouvoir augmenter son profit. Voilà. Ok. Merci. On arrive bientôt, enfin, on arrive à la fin de ce retour d'expérience qui a été surprenante. Tu m'as surpris par rapport à ça. Et je pense qu'on en a besoin de tout ça, d'expérience, d'expliquer, voilà, on a eu des grosses épreuves, de grosses galères. Et malgré tout, tu peux réaliser tes rêves et aussi changer d'avis par rapport à des idées reçues. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous proposer avant de... Oui, bah, du coup, je vais répéter un peu ce que tu as dit. Quand vous avez quelque chose en tête, essayez de tâter un peu le terrain, de voir comment ça se passe. Et du coup, si c'est quelque chose que vous aimez faire ou que vous souhaitez faire, il ne faut pas hésiter à tenter. Au pire, ce sera un échec, mais en fait, comme je disais, on grandit toujours de nos échecs. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de problème de santé ou j'ai envie de dire qu'il y a le plus gros problème au final, parce que même si on a des difficultés financières, l'argent ça va et ça vient. Donc voilà, au moins pour éviter d'avoir des regrets. Et puis voilà, si vous êtes suivi par Mbemba, j'ai envie de dire que voilà, il est de très bons conseils, donc ça devrait le faire, ça devrait vraiment le faire. Vous êtes entre de bonnes mains. Ok. Du coup, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais te remercier. Ta solution, tu nous la partageras, tu vois, Oui, comme ça, oui, s'il y a des gens bien qui sont sûr. intéressés, on C'est mettra un lien quelque part C'est pour que gentil. peut-être au début, ils veulent en savoir plus. Et voilà. Donc, comme d'habitude, une petite question pour gagner un mentorat avec moi de 30 minutes. Donc, on va aller... en fait, vous devez répondre dans les commentaires. Et la première qui répond, bien sûr, avant le 31 décembre 2021, du coup, j'offre ce mentorat de 30 minutes gratuit. Donc, la question, c'est sur quel jeu vidéo tu pars en équipe de France pour faire un tournoi, c'est ça, le tournoi de l'équipe de France. Donc, sur quel jeu vidéo vous le mettez en commentaire et vous gagnez ce mentorat. Quelle vidéo Oussama part en équipe, en Coupe de France. Ouais, en Coupe de France, en quel jeu vidéo ? En Coupe de France, en jeu vidéo. Donc, mettez-les et vous gagnez. Et le premier, il aura gagné. En tout cas, merci d'avoir suivi encore une fois cette interview extraordinaire. Et du coup, on est là. Je pense que si tu es là encore à la fin de cette vidéo, c'est que tu es vraiment intéressé et que tu veux vraiment... peut-être que cette interview t'a vraiment inspiré. Donc, prends ce qu'il faut prendre dans cette expérience, dans ce parcours d'Oussama aujourd'hui, qui est à Dubaï avec l'entreprise, c'est quoi? eFactory? iProfit, en fait, c'est le nom de la boîte et les sous-marques Dubai Digital Factory. Dubai Digital Factory. Et comme ça, tu vas voir
en fait ce qu'il propose et tout simplement, j'espère que je t'ai inspiré. Donc merci et à la prochaine.